plus loin pour dire que la Côte d'Ivoire, en réalité, est moins endettée. Ah bon? Oui, la Côte d'Ivoire est moins endettée parce que quand vous prenez la dette de 2010, en 2010, la dette se chiffrait à 7 359 milliards. En mars 2010, ce qui faisait 66% du PIB en 2010. Mais le 31 mars 2025, nous étions à 31 675 milliards, soit 55% du PIB. Alors là où nous parlons de 31 milliards en 2025, on est à 55% du PIB. Mais en 2010, là où on parle de 7 milliards, nous sommes donc à 66% de notre PIB. Donc, naturellement, vous verrez que la Côte d'Ivoire est moins endettée aujourd'hui. Alors, les gens sont donc de la manipulation. Non, la Côte d'Ivoire est endettée avec 3 000 milliards. Les chiffres, les montants, les ne veulent absolument rien dire. Mais vous verrez des pays... Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast, le rendez-vous des champions. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité de marque. Nous allons parler du dette, la dette ivoirienne en question. Aujourd'hui, selon les rapports de l'UEMOA, depuis le mois de septembre dernier, la dette est fixée à hauteur de 34 milliards de francs CFA. Est-ce que cette dette est élevée ou bien nos pays, notamment la Côte d'Ivoire, pourra faire face à cette dette? Est-ce que les générations futures pourront en bénéficier avec nos infrastructures? Parlons-en avec notre invité, M. Baudouin Yapo. Je rappelle qu'il est administrateur des services financiers et membre de la jeunesse du RHDP. Bonjour monsieur. Bonjour chef Yann. Ça va bien? Mais je vais très bien chez toi. Super. Merci de me recevoir. D'accord. Je vous donne d'abord mes bienvenus. Bonne année à vous, plein de succès, santé. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien à toi aussi, mes vœux les meilleurs, mes vœux de santé, de succès en 2026. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, ok. On va commencer avec le sujet. Nous suivons. D'accord. C'est quoi la dette? La première question, l'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on appelle dette? C'est quoi la dette ivoirienne? Et comment est-ce que cette dette-là est utilisée en Côte d'Ivoire? Alors, merci. Pour parler de dette ivoirienne, vous voulez parler donc de la dette publique. D'accord. Parce que bon, vous allez commencer par dire tout court. Qu'est-ce qu'est la dette? Là, j'allais parler un peu de pédagogie. Effectivement, la dette dans un sens individuel. Individuel donc du thème. Mais parler de dette ivoirienne, vous voulez parler de la dette publique dans notre pays. Alors, la dette publique, c'est l'ensemble des emprunts contractés par notre État pour financer sa politique, pour financer sa gestion. Alors donc en Côte d'Ivoire, la dette publique n'est pas actuelle. Depuis les années 1970, quand on a parlé donc, du milliard ivoirien, c'est vrai qu'il y avait une forte production des matières premières, mais la Côte d'Ivoire avait commencé déjà à contracter ses premiers emprunts. Mais allant jusqu'en 1987, où la Côte d'Ivoire serait en train de suspendre donc, le paiement de la dette, parce que après la chute autour des années 80 du prix des matières premières, la Côte d'Ivoire a renforcé son endettement. Et en 1987, le président Faure-Boigny suspend donc la dette. Maintenant vont venir les politiques d'ajustement structurel, avec les statuts PPTE à partir de 1997. Malheureusement, nous avons connu la crise que nous avons connue durant plus d'une décennie. Et quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir en 2011, il trouve un pays économiquement à terre. On vient de sortir d'une guerre. C'est vrai, avant donc son accession au pouvoir, vous avez entendu parler de budget sécurisé durant la crise qu'on a connue.
En réalité, il s'agit de budget bloqué. Parce que bon, on a ce qu'on a, on vit selon ce qu'on a, on n'est pas en capacité de produire, on n'est pas en capacité de développer, on paye les fonctionnaires et leur salaire n'augmente pas. Et voilà, quand le président Ouattara arrive au pouvoir, c'est vrai qu'on avait toujours nos matières premières, on a nos ressources propres, mais au regard des enjeux, au regard de sa politique de développement, il fallait trouver un mécanisme de financement de notre politique. Voilà que le président Ouattara a réussi vraiment à mener cette politique budgétaire et voyons aujourd'hui les résultats que cela donne à notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est en pleine transformation économique. Et voilà, voici comment peut se définir la dette ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc vous pensez qu'avec l'avènement du président actuel, le président Ouattara, oui, la dette a permis en question de pouvoir régler certaines anomalies de notre pays, notamment les infrastructures, oui, l'économie. Exactement. Exactement, parce que je prenais l'exemple de l'Europe. Quand l'Europe est sortie des 2 guerres mondiales, on a connu le plan Marshall, qui avait été instauré par les États-Unis. Et le plan Marshall, c'est une dette pour l'Europe. Et non, mais c'est un financement. Mais pour l'Europe, c'est une dette. Parce qu'on autofinance, c'est une dette. Et pour l'Europe, ça a permis de construire des infrastructures de base pour l'Europe. Et donc nous venons sortir d'une guerre en Côte d'Ivoire. Quelles sont nos ressources qui ne suffisent pas. Et voilà donc, pour commencer, vous êtes en train de parler de la dette tout court. Pour l'individu qui a des besoins, voilà, qui a des besoins, et ces besoins selon ses moyens. On peut définir ces moyens ici comme ses revenus. Tu as des revenus et tu as des besoins. Alors, quand tes revenus n'arrivent pas à supporter tes charges, donc à supporter tes besoins, naturellement, tu as un droit d'emprunter. Mais il faut être en capacité, effectivement, d'emprunter parce que tu as un revenu qui est soutenu. Et donc, l'individu qui a un bon salaire, il emprunte dans la vie de tous les jours. Vous voyez des fonctionnaires qui empruntent, des commerçants qui empruntent. Voilà, et c'est par analogie la situation pour un pays, pour un État, d'emprunter pour pouvoir financer sa politique. Et la Côte d'Ivoire sait bien le faire. D'accord. J'ai vu tout récemment une note de Sika Finance, qui est une agence de notation financière, qui a communiqué qu'il y a une structure internationale qui stipule que la Côte d'Ivoire est parmi les pays classés de bon rendement pour pouvoir avoir une dette. Donc ça veut dire que si la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui peuvent avoir des financements pour pouvoir se procurer le maximum d'appui financier pour développer encore certaines infrastructures, ça prouve qu'avec l'avènement du président Ouattara, on est dans une bonne dynamique, le pays est dans une essence. Alors moi j'ai c'est bien le dit. D'accord, ok. C'est une très bonne dynamique. D'accord, ok, d'accord. Non, je le reconnais. C'est pour que les malhonnêtetés ne pas reconnaître. Moi je ne suis pas RGP, il faut le dire. Mais je ne dis pas que le président quand même ne travaille pas. Il faut le reconnaître. Avec le stade qu'on voit aujourd'hui, franchement, nous on est contents de voir tout ça. Merci. On est fiers. Merci. Alors j'ai une question, on va évoluer dans le débat. C'est ça. Est-ce que la dette aujourd'hui, vous pensez que la dette n'est pas trop élevée? La dette de 34 milliards de francs CFA. Quand vous regardez la dette, est-ce que la dette n'est pas trop élevée? Alors merci. Alors je voudrais vraiment te dire, cher frère, que le montant de la dette en lui-même ne veut absolument rien dire. Oui, le montant de la dette ne veut absolument rien dire. Il y va de la capacité ou du niveau des richesses du pays. La Côte d'Ivoire a un PIB allant à 58 milliards. Là où nous étions en 2010-2011 autour de 17-18 milliards. Et quand on évalue la dette selon notre richesse, mais naturellement, la Côte d'Ivoire n'est pas en difficulté. Je vais donc vous donner un très bon exemple. D'accord, allez-y. Alors, pour 2 personnes, naturellement pour 2 personnes qui ont des salaires différents, la première personne a 1 million comme salaire et la seconde a 500 000 comme salaire. Celle dont d'1 million emprunte
600 000 francs sur le million qu'elle a. D'accord. Alors ça fait 60% de son salaire, n'est-ce pas? Et celui qui a, mais celle des personnes qui a 500 000 francs comme salaire, emprunte 400 000 francs. Ça fait pratiquement 80% donc de son salaire. Quand on veut s'intéresser au montant, on dirait que celui qui a pris 600 000 comme emprunt, c'est naturellement plus élevé que 400 000 francs, n'est-ce pas? Oui, c'est naturellement plus élevé que 400 000 francs. Mais quand on met en place donc, cet emprunt au prorata la capacité donc, du revenu, vous verrez que le plus endetté est celui de 500 000 francs. Ça veut dire qu'il a 80% de son salaire. Et l'autre est à 60% de son salaire. Mais en termes de montant, celui qui a 60% de son salaire, on parle de 600 000 comme dette. Celui qui a pris donc 400 000, c'est plus bas. Mais naturellement, qui est le plus endetté? Le plus endetté, naturellement, celui qui a pris le prêt naturellement, de 400 000 francs sur 500 000. Bon, c'est l'exemple. Le montant à lui ne devait rien dire. Aujourd'hui, dans le débat politique, je dirais même sur le journal, vous verrez ceux de l'AES qui dit la Côte d'Ivoire endettée, etc. Alors quand tu prends le cas du Burkina Faso, elle est naturellement plus endettée que la Côte d'Ivoire. Parce que là où le Burkina Faso avoisine les 60% de son PIB, la Côte d'Ivoire tourne autour de 55 à 56% de son PIB. On est encore plus stabilisé que le Burkina Faso. Et je vais encore plus loin pour dire que la Côte d'Ivoire, en réalité, est moins endettée. Ah bon? Oui, la Côte d'Ivoire est moins endettée parce que quand vous prenez la dette de 2010, en 2010, la dette se chiffrait à 7 359 milliards. En mars 2010, ce qui faisait 66% du PIB en 2010. Mais le 31 mars 2025, nous étions à 31 675 milliards, soit 55% du PIB. Alors là où nous parlons de 31 milliards en 2025, on est à 55% du PIB. Mais en 2010, c'est là où on parle de 7 000 milliards, nous sommes donc à 66% de notre PIB. Donc, naturellement, vous verrez que la Côte d'Ivoire est moins endettée aujourd'hui. Alors, les gens sont donc dans la manipulation. Là, nous, la Côte d'Ivoire est endettée avec 3 000 milliards. Les chiffres, les montants, les deux ne veulent absolument rien dire. Mais vous verrez des pays en Afrique qui ont, le Nigeria par exemple, a plus de 50 000 milliards de dettes. Wow. Le Nigeria. Mais en termes de PIB, ils sont en dessous du PIB ivoirien. Parce que le Nigeria, son PIB tourne autour de 35 à 40% de son PIB. Donc en gros, ça veut dire qu'on peut avoir un plus gros montant. Mais en termes de niveau d'endettement, on peut être plus bas au regard de sa richesse et donc de ses capacités. D'accord, ok. Donc on comprend par là que la dette en question, c'est pas ça le problème. Le montant. C'est pas le montant qui est le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui cause le problème. Exactement. Mais on va revenir à ça. C'est ma prochaine question. On va revenir à ça. Quand un pays va s'endetter, principalement, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il prend? Selon vous, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement avec l'argent? Est-ce qu'il doit investir? Ou bien est-ce qu'il doit regarder les PME locales où il faut accompagner? C'est quoi le plus important? Alors, d'abord, il est question de la vision de l'État. La Côte d'Ivoire a instauré ce qu'on appelle les plans nationaux de développement. Le PND? Oui, les PND depuis la session 3 du président Ouattara. Okay. Et quand vous regardez le contenu du PND, la Côte d'Ivoire a sa vision. Alors, les infrastructures en font partie. Parce que nous estimons que le développement de l'infrastructure est une facilitation du développement lui-même. Dans tout le sens du terme. Pour réussir l'éducation, pour que nous réussissions à construire des universités dans tous les pôles, de tous les 4 points de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait donc une très bonne possibilité de circuler parce qu'on a des bonnes routes, parce que voilà, il n'y a pas de dommage dans la circulation. Donc à tous les niveaux, l'État a sa vision. Mais l'État, dans tous ses programmes, que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau de l'éducation,
que ce soit au niveau de la santé, au niveau de tous les secteurs sociaux, l'électricité, voilà, la gestion de l'eau potable, etc. Mais aussi même dans la vie de l'État, au niveau judiciaire. Aujourd'hui, nous avons des prisons qui sont construites, nous avons des tribunaux qui sont en train d'être construits. Au niveau, je dirais, j'ai parlé de l'éducation, et à tous les niveaux de l'État, l'État prend de l'argent et jette dans sa politique. Et il y a des résultats qui sont là. Le bilan du président Alassane Ouattara pour ces 15 dernières années parle c'est parfait fait à tous les niveaux. Pour un secteur, un secteur économique, mais un secteur social, vous comprenez qu'effectivement, à tous les niveaux, des efforts sont consentis, donc avec l'appui des emprunts que nous avons donc à contracter. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin. Quand vous voyez la politique du président Alassane Ouattara sur les 5 prochaines années, on parle d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, parce que on est parti du renforcement des infrastructures de base et donc au développement des infrastructures industrielles pour pouvoir faire évoluer la Côte d'Ivoire. Et c'est à cela que c'est la tête. On a une capacité de production qu'on développe de plus en plus, mais en même temps, nous sommes en train de régler tous nos problèmes sociaux. Nous sommes en train d'aujourd'hui, vous voyez l'état, la situation du fonctionnaire ivoirien. Nous sommes en janvier, bien évidemment. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Auront le 13e mois. Nous avons déjà le 13e mois. Ah, ok. Je suis content pour ça. Donc, et ça, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça coûte à un État. Ça ne se fait pas partout, le 13e mois. Mais pas. Est-ce que tous les pays le font? Mais pas tous les pays. Mais c'est ce qu'il faut faire noter. Okay. Mais en Afrique de l'Ouest, ça n'existe pas. D'accord. Pour un État, mais ça n'existe pas. Donc il faut c'est un privilège. C'est un privilège pour les Ivoiriens. Et pourquoi on peut se permettre ce privilège? Parce que nous avons des ressources, parce que nous avons une bonne politique budgétaire et parce que nous avons une bonne politique de gestion des affaires publiques. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a su faire depuis ces 15 dernières années. Et c'est dans cette dynamique-là qu'il va poursuivre son travail pour les 5 prochaines années. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en dites au niveau des PME locales? Parce qu'on a le constat c'est que lorsque les PME arrivent sur le marché, dans les différents secteurs d'activité, 3 ans, 5 ans après, on ne les retrouve plus. Il y a beaucoup de structures qui ont commencé, 5 ans après, on dit pour atteindre le verrou d'une structure assez qualifiante, il faut faire au moins 5 ans que tu travailles les financements à la base, les structures reconnues à l'international. Mais pourquoi est-ce qu'après 3 ans, 4 ans après, ces PME locales n'arrivent pas à vraiment se démarquer? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que le financement que nos États, la Côte d'Ivoire, va s'attribuer au niveau des régions de Bretton Woods, toutes ces institutions qui octroient des financements aux pays étrangers, lorsque ces financements sont à leur disposition, pourquoi est-ce que le président de la République ou bien je dirais, le ministère du budget des finances et à votre charge si vous êtes là-bas ne donne pas assez de financement à ces PME là pour pouvoir sortir de la précarité et devenir des champions nationaux? Ou bien les financements sont accordés mais c'est pas assez suffisant? C'est quoi le problème? Alors merci beaucoup. Un petit commentaire. Oui, merci beaucoup. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a une politique d'emploi à l'endroit des jeunes. Par exemple, parler de PME, sont les petites et moyennes entreprises, généralement développées par les jeunes. Nous avons une politique d'emploi. À partir de 2015, la Côte d'Ivoire a mis en place l'agence d'emploi jeune qui traite donc de ces questions d'emploi, d'entrepreneuriat, donc de financement des projets des jeunes, etc. Et il y a des jeunes qui bénéficient donc de financement, mais qui n'arrivent pas effectivement à évoluer. C'est vrai que l'agence d'emploi jeune a mis en place une politique d'accompagnement technique et ça a réussi d'autres personnes, ça a réussi pour d'autres personnes, mais pour certains, ça ne réussit pas parce qu'il y va maintenant de la capacité personnelle de développer ses propres affaires. C'est le constat qui est fait. Mais parlant donc de financement, il y a une bonne politique de financement des projets des jeunes
Et il y a des témoignages. Ici en Côte d'Ivoire, les jeunes bénéficient couramment donc des financements dans toute la Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs, agriculture, restaurants, bâtiments. Donc ils arrivent effectivement à évoluer. Maintenant, on veut aller encore plus loin. On veut aller encore plus loin. Aujourd'hui, on parle donc des champions nationaux. Lorsque le ministère donc, du budget des Finances a développé ce qu'on a appelé le programme PEPIT, pour mettre donc à disposition de certains entrepreneurs ivoiriens des facilitations au niveau du financement, au niveau des impôts, pour que des Ivoiriens arrivent à s'organiser, à développer donc leurs affaires sans des difficultés auxquelles j'ai l'habitude d'être cramponné. Et vous verrez que avec le programme des champions nationaux, 27 jeunes aujourd'hui, 27 Ivoiriens ont été mis en scène et l'État donc va les suivre. C'est ça, aller encore plus loin. Et tant que nous aurons donc des entrepreneurs ivoiriens avec des business solides, cela va non seulement encourager les plus jeunes, mais cela va renforcer les niveaux de notre économie nationale, surtout l'économie nationale. Ok, donc en gros, la dette permet aussi à tous ces PME de pouvoir vraiment se démarquer et devenir des champions nationaux. Oui, ben, je peux dire que quand on parle de dette, la dette est partie intégrante des ressources que nous avons. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui le budget de l'État de Côte d'Ivoire est à 17 000 milliards. Donc la dette intervient dans ce budget. Et donc ces ressources-là permettent donc de gérer donc, notre pays à tous les niveaux. Donc en matière de financement, donc ce qui va à l'endroit des jeunes, des entrepreneurs. Donc c'est tout ça, donc l'alignement de la dette de notre pays. Mais je veux savoir, quelles sont les priorités pour la Côte d'Ivoire, notamment au niveau du gouvernement, lorsque le gouvernement va s'acquitter des dettes? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont prioritaires auxquels on accorde plus d'importance que d'autres secteurs? Oui. Par exemple, notamment l'éducation, la santé. Les secteurs sociaux, naturellement je le disais, les secteurs sociaux, parce qu'il faut savoir le niveau auquel nous sommes partis à partir de 2011, quel était notre niveau au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'électricité. Voilà, donc à tous ces niveaux, l'État intervient et en priorité. Au niveau des jeunes aussi, la jeunesse a toujours été une priorité pour le président Sambata, donc ça fait partie des secteurs sociaux dont je suis en train de parler. Donc, l'État a une bonne concentration sur les questions sociales. Et maintenant, je vous l'ai dit, allons plus loin de la transformation de notre pays, la vision 2030 de la Côte d'Ivoire, du président Sambata pour la Côte d'Ivoire, sa vision 2030, c'est de renforcer, c'est d'enclencher une réelle politique d'industrialisation de notre pays. Et c'est sur cette voie-là que nous nous trouvons aujourd'hui. Expliquez un peu la politique d'industrialisation. C'est quoi? Ça consiste à quoi? Ben, alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire a des ressources en matière donc, de matières premières. Qu'est-ce qu'on fait de la transformation de nos matières premières? Aujourd'hui, c'est... Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de structures qui transforment nos matières premières ici? Ben, il faut dire que le privé est beaucoup plus présent dans ce secteur. D'accord. Même si la Côte d'Ivoire crée... On n'a pas encore de secteur public. Je suis d'accord, le secteur public n'est pas assez engagé dans la transformation de nos matières premières. Mais les dettes qu'on va prendre, pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'accent sur ça? Je suis en train de dire que c'est à cela que nous allons nous intéresser quand on parle donc d'industrialisation. Alors, le secteur privé est beaucoup plus impliqué, mais il y a une bonne facilitation et il y a un bon environnement des affaires. Et on a doublé notre capacité de production ou bien de transformation de la fève de cacao en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée comme première transformatrice de la fève de cacao. C'est vrai qu'on est producteur, on était producteur avant, on n'était pas transformateur. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est premier transformateur
deux affaires de cacao. Le secteur privé est beaucoup plus présent, mais c'est parce qu'on a un très bon environnement des affaires. Et l'État va beaucoup plus s'impliquer. Il faut encourager donc l'industrie locale avec les jeunes. Vous voyez que des projets de transformation, transformation de tout genre, et l'État va s'impliquer pour que à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'automobile, que ce soit au niveau de la mécanique, au niveau des technologies, que l'État soit présent pour pouvoir réussir effectivement cette industrialisation. D'accord. Okay. Est-ce que vous pensez que les jeunes doivent s'inquiéter de la dette, du niveau de la dette aujourd'hui? Parce qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Après ce quinquennat, les jeunes seront encore là. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, les jeunes de 19 ans, 15 ans, qui seront la relève de ce pays, doivent s'inquiéter de la dette, à ce niveau de dette où nous sommes actuellement? Alors, donc, je voudrais rassurer les jeunes, je suis moi-même jeune, et Dieu merci, j'exerce dans les finances publiques. Je voudrais vraiment les rassurer. L'avenir de la Côte d'Ivoire n'est pas hypothéqué. L'avenir des jeunes de Côte d'Ivoire n'est pas hypothéqué. Non, puisqu'on dit l'État, c'est une continuité. Pas l'endettement. Voilà. Non, on n'est pas du tout hypothéqué par l'endettement. Parce qu'on entend parler. Non, à l'avenir, les jeunes vont payer de lourdes dettes. Non, mais tout le monde s'inquiète. Parce que 34 milliards, c'est beaucoup. Je vais comment les rassurer. Parce qu'on a un seuil. On a un seuil sous-régional avec l'UEMOA, où la Côte d'Ivoire n'est même pas 60%. Alors que le seuil de l'UEMOA est à 70%. Mais prenez l'exemple du Sénégal, qui a plus de 100%, a plus de 100% de son PIB. Mais comme sur l'actualité, c'est vrai qu'on parlait d'être caché, on a parlé de Macky Sall, le président Macky Sall, contexte là, il a même commis un conseil d'avocats contre l'État sénégalais parce qu'il y va de sa crédibilité, c'est vrai. Mais dans le débat national au Sénégal, on n'en fait pas vraiment une catastrophe. Qui s'en Côte d'Ivoire, on n'est même pas 100% de notre PIB. Je le répète. Non, mais c'est un procédure judiciaire, c'est un coup. Oui, mais je dis qu'ils n'en font pas une catastrophe au Sénégal. Par rapport à la Côte d'Ivoire, où on en fait vraiment comme si, bon, ça n'est fini pour la Côte d'Ivoire, à la façon on parle de plus de 30 milliards de dettes, c'est pas vrai. Le seuil de 70% instauré donc par l'UEMOA n'est pas franchi. Et le Sénégal, qui est le pays qui suit la Côte d'Ivoire d'ailleurs, dans l'espace UEMOA, il y a plus de 100%. Alors donc la Côte d'Ivoire n'est pas en difficulté. Nous ne sommes pas du tout en difficulté. Il faut rassurer les jeunes de notre pays. Et je l'ai dit au départ que le montant en lui-même ne veut absolument rien dire. Nous avons une capacité de production pour supporter donc le niveau d'endettement. Et on veut productiser tout dans ce pays. Mais je vous interpelle, chers frères. Allez-y. Vous allez faire le constat que les pays, je ne parle même pas des pays au niveau mondial. Dans le monde, vous verrez que les pays les mieux développés sont les pays les plus endettés. Ah bon? Mais je dis, bien entendu. Donc les États-Unis sont endettés? Oui, c'est le pays le plus endetté du monde, les États-Unis. Okay. C'est vrai qu'il y a une certaine réalité qui peut aller avec, mais ils sont endettés. Mais ça n'entache pas ou ça n'entrave pas le développement des États-Unis. Je reviens ici en Afrique parce que quand on en parle, disons, laissons les États-Unis. Ici en Afrique, le Nigeria est un pays endetté. L'Égypte est un pays endetté. Le Maroc est un pays endetté. L'Afrique du Sud est un pays endetté. Et quand vous prenez les montants de leur dette, mais c'est plus faramineux que le montant de la dette de la Côte d'Ivoire. Ils vous parleront de plus de 60 000 milliards de dettes, 80 000 milliards de dettes. De quoi on parle ici en Côte d'Ivoire? Mais quand vous faites le constat que les pays les mieux développés sont les pays les plus endettés, mais pourquoi la Côte d'Ivoire doit échapper à cette dette? Si vous faites le constat que les pays qui ne sont pas du tout endettés sont les pays d'ailleurs les plus pauvres, non, mais, pourquoi la Côte d'Ivoire doit échapper? Comme j'avais dit auparavant, les États les mieux développés accordent du crédit. Il y a un certain nombre de rigueurs. On vous demande d'avoir un certain nombre de points pour qu'on vous donne de l'argent. Si vous n'êtes pas dans le vaste milieu, on ne pourra pas vous financer. Mais la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cela. La Côte d'Ivoire est bien notée par les institutions financières. Mais c'est d'ailleurs pourquoi on nous donne de l'argent comme nous le voulons.
Mais rationnons, il faut se rassurer que l'argent qu'on prend, on ne prend pas un bon les impact. Maintenant, on peut d'abord un bon impact. Et puis, nous avons une très bonne politique de service de la dette. Le service de la dette, c'est là dans l'année, l'État donc a des ressources pour rembourser sa dette. J'ai parlé donc de l'arrêt. Mais chaque année, j'ai parlé de l'arrêt du paiement de la dette de la 2007. La Côte d'Ivoire n'est pas à cette situation aujourd'hui. La Côte d'Ivoire paie correctement ses dettes. Donc chaque année, c'est à hauteur de combien la dette, si vous savez? Comme vous êtes au ministère. Bon, naturellement, la Côte d'Ivoire, sur notre budget, aujourd'hui qui est de 17 000 milliards, la Côte d'Ivoire emprunte autour de 7 à 8 000 milliards. Par an? Oui, dans l'année. Dans l'année, on lève donc des fonds sur les marchés financiers et dans la sous-région et au niveau international. Donc des partenaires financiers qui nous appuient. Nous avons donc des organisations internationales qui participent donc au financement. Justement, par rapport aux organisations internationales. Des plans nationaux de développement. On participe donc au financement des plans nationaux de développement. C'est vrai que donc, la dette occupe une part importante dans le budget du pays, mais en même temps, nous avons une bonne politique de service de la dette, donc nous payons régulièrement donc, nos dettes en respectant les intérêts qui nous sont fixés. Et la Côte d'Ivoire n'est nullement donc en difficulté, non seulement de payer sa dette, mais aussi de se développer et d'avancer. Voilà. Qui sont nos plus grands bailleurs de fonds en matière de dette? Est-ce que c'est... Oui, naturellement. Je dirais que la grosse part donc, de notre dette, elle est liée naturellement aux eurobonds. Aux eurobonds, c'est-à-dire que ce sont les marchés financiers internationaux. Où les eurobonds sont composés de plusieurs partenaires qui mettent donc leurs ressources, et les États empruntent sur ces marchés-là. Pour des États, prêt État à État, aujourd'hui c'est très minimum pour notre pays. Vous dites qu'un pays comme la France avant pouvait emprunter à la Côte d'Ivoire directement. En tant qu'État, c'est vrai qu'il faut avoir l'AFD comme organisation française qui donne donc du prêt, mais qui finance des programmes ici en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on suit en même tête, mais prêt État à État, c'est beaucoup plus minime aujourd'hui. Donc, tous ces acteurs financiers au niveau donc, international qui intéressent la politique donc, de notre pays, c'est parce que nous sommes un pays qui inspire confiance. Nous sommes un pays qui est solvable. Nous sommes un pays qui est crédible. Et nous avons une très bonne gestion, évidemment, donc, de notre dette. D'accord. Bon, tout récemment, on a vu sur la toile le président Donald Trump qui est en train de réduire, je dirais, tous les budgets accordés aux pays africains. Parlons de ce cas de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que M. Donald Trump actuellement est en train de réduire aussi le coût des prêts accordés aux pays africains, notamment la Côte d'Ivoire? Est-ce que... Mais c'est vrai qu'il y a de cela quelques mois, il avait pris une telle décision, mais je vous dis que quelques mois après, il s'est ravisé, l'État américain s'est ravisé. Nous venons d'obtenir un prêt pour financer dans la santé en Côte d'Ivoire, à hauteur de près de en provenance des États-Unis. En provenance des États-Unis. D'accord. En plus, c'est actuel, c'est même actuel. Près de 300 milliards pour pouvoir donc financer notre politique de santé. Mais est-ce que c'est nécessaire d'aller emprunter? Oui, mais c'est nécessaire parce que nous avons beaucoup à faire. Nous avons déjà fait beaucoup, mais il reste encore à faire. Quand aujourd'hui, nous, la santé, nous sommes à 5 km de centre de santé, ce qui n'était pas donc avant possible, mais il faut aller encore plus loin. Nous avons, c'est vrai que nous avons obtenu l'amélioration du plateau technique, mais il faut aller encore plus loin. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Voilà. D'accord, parlons de la santé. Vous avez parlé du plateau technique. Moi, j'aime bien ça. Parlons du domaine de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le domaine de la santé est quand même assez confortable en matière de financement? Est-ce que l'État quand même donne un certain nombre de moyens à ce secteur-là? Parce que n'oublions pas que c'est un secteur vital pour un pays, notamment le secteur militaire, la défense, la santé, l'éducation. Ces trois piliers sont quand même fondamentaux pour le développement d'un pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui,
le domaine de la santé quand même résiste à tout ce qui est amortissement au niveau de notre gestion de la santé médicale. Oui, mais je suis d'accord. Il reste beaucoup à faire, comme je l'ai dit. Il reste beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on va au CHU, pourquoi je le dis, quand on va au CHU, c'est quand même compliqué. Hein? Souvent, on arrive. Souvent, ce que les gens disent, on n'arrive pas à les recevoir un peu tôt. Voilà, il n'y a pas assez de matériel pour pouvoir le lire, pour pouvoir recevoir tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le plateau technique est largement, comment on dirait, vous parlez de capacité d'accueil d'abord, quand vous parlez de lits, etc. Oui, mais c'est pour ça que nous sommes en train de construire le CHU d'Abobo. C'est pour désengranger effectivement les CHU. Aujourd'hui, dans tous les chefs de région, nous avons les CA chers. Ce qui n'était pas possible avant. D'accord. Et nous avons développé beaucoup d'infrastructures de santé. Beaucoup aujourd'hui. Et quand il faut aller plus loin, il faut renforcer le plateau technique. Il faut renforcer le plateau technique. Mais où est-ce quand nous prenons les scanners, allez signer un partenaire avec conseil. Mais ça, c'est une politique institutionnelle. Oui, on va en venir. En matière de scanner, combien nous en avons en 2011? Au-dessus de 2. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine. Mais ça veut dire que la Côte d'Ivoire a essentiellement de l'intérêt à développer donc son système de santé. Donc, il y a la massification des efforts au niveau du plateau technique et qui va se poursuivre. Naturellement. Donc, cet emprunt que nous avons des États-Unis va s'intéresser à cet état de fait. Vous avez parlé donc de signature avec Corsair. Oui, mais une signature avec Corsair, naturellement, c'est une facilitation que l'Assemblée nationale avait mis en place à l'endroit de ces députés de ces élus. Mais ils ont droit aussi à aller à l'hôpital. Ils ont droit aussi. Je suis d'accord, ils ont droit aussi à aller dans nos hôpitaux ici. Mais c'est volontaire. C'est volontaire. Voilà, participer à aller à un hôpital, c'est volontaire. S'ils estiment qu'ils veulent aller donc hôpital de Londres, c'est le choix. C'est le choix. Okay. Peut-être pour des soins qui se font ici. Mais naturellement, il y a des soins pour lesquels les gens vont hors de la Côte d'Ivoire, mais pour des soins qui se font ici. Oui, là, mais ça, c'est un problème de mentalité qu'il faut développer, qu'il faut régler au niveau de nos politiques. Et quand il y a de nos politiques, mais tout le monde est dans le passé. On a appris ici que le président Gbagbo est allé au Maroc pour régler un problème de dents, alors qu'on a des dentistes ici. Donc ça, le problème est général. Il va de nos oui, mais parce que quand je parle de ça, de tous les politiques. Et parce qu'au sein de notre parti au pouvoir, il y a des personnes qui peuvent se faire soigner dans nos hôpitaux, mais qui se permettent d'aller ailleurs. Voilà, donc le problème, c'est le fait de l'Ivoirien et de l'Africain. Naturellement, ce problème. Ils n'ont pas confiance en nos médecins. Oui, bon, naturellement, il y a ce côté politique. Certains se disent peut-être que le médecin qui me prend, je ne le maîtrise pas. Je préfère aller. Non, ce côté-là aussi, il faut le prendre au sérieux pour les politiques. Mais en même temps, il faut moraliser non seulement la vie publique, pour permettre à ce que tous ces fonctionnaires arrivent donc à rester dans le cadre de la déontologie, à ne pas donc accéder pour donner des réponses politiques à leurs patients. Mais je ne crois pas que vraiment, pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait eu un médecin qui ait donné une réponse politique à un patient. Non. Mais ce sont des inquiétudes des politiques. Donc il faut sensibiliser aussi les populations. Il faut sensibiliser les populations, il faut sensibiliser les fonctionnaires. Il faut aussi que les politiques, bien évidemment, aient confiance dans le système de santé. Et oui, voilà, tout ça, c'est parce que l'orphelinat de Benjamin quand même outillé. Moi, je le comprends. Voilà, mais il y a encore des Ivoiriens. Des Européens qui viennent se former même ici. Bien l'orphelinat de Benjamin, ça je le confirme. Très bien, mais vous verrez toujours des Ivoiriens aller accoucher en France, aller accoucher aux États-Unis, ou bien même au Maroc. Bon, comme ça, ça dépend des moyens. Des moyens de prestige aussi. Ah oui, moi j'ai accouché au Maroc, moi j'ai accouché à Paris,
Alors que tu pouvais le faire ici à Abidjan. Donc c'est un point de mentalité. Il y va du prestige donc, des Ivoiriens qui ont les moyens, qui veulent se le permettre. Mais voilà. Mais en réalité, au niveau des efforts donc, de l'État, la santé est vraiment une préoccupation majeure. Beaucoup d'efforts ont été consentis pour développer dans des infrastructures de santé. Aujourd'hui, on voit dans les petits campements, les centres de santé partout. Il y a un infirmier, à des centres, des sous-préfectures, il y a un médecin, voilà, des ambulances dans les localités. Et ça, ce sont des ressources, très lourdes ressources pour pouvoir satisfaire les populations. D'accord, c'est bien noté, on a très bien compris. Les internautes ont très bien compris ce que vous avez bien expliqué. On va progresser. Passons dans le cadre de la dette, parce que c'est le sujet phare de l'émission. Parlons maintenant du domaine de l'éducation, parce que c'est un domaine aussi qui est quand même important pour un pays. Lorsque votre système éducatif est mieux outillé, c'est fort pour voir que l'avenir du pays sera quand même, on sera dans une bonne issue. Voilà, donc je vais demander, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du système éducatif en Côte d'Ivoire? Est-ce que le financement accordé à nos pays, à ces pays européens-là, facilite accordé par les pays étrangers, par les pays étrangers, voilà, facilite aujourd'hui la formation académique de nos jeunes en Côte d'Ivoire? Alors, j'étais en train de dire que lorsque le président central a le pouvoir, sa préoccupation était la question de l'infrastructure. Donc ici, scolaire, académique, etc. En 2011, nous étions quasiment à 2-3 universités. 2-3 universités. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs, donc nous sommes à 9 universités. La démographie a évolué. Comment construire des universités pour avoir des capacités d'accueil, pour supporter la démographie jeune, pour supporter les jeunes qui veulent aller à l'école? L'État n'a fait son affaire. Mais l'État poursuit dans cette dynamique. Donc, en matière de construction d'infrastructures, des salles de classe ont été construites de manière massive. Donc la dette a permis à faire tout ça. Les collèges de proximité aujourd'hui dans les villages, pour rapprocher l'école des populations. Donc la dette effectivement joue ce rôle. Parce que quand on parle de la dette, les gens pensent que ce sont des routes seulement qu'on a faites. D'accord. Mais il ne s'agit pas que des routes. La dette est partie intégrante des ressources que nous avons. Donc, tout ce que nous faisons dans notre pays, la dette a forcément une part. Et ça marche très bien. Ok. Donc, on a tous compris qu'aujourd'hui, la dette a permis aujourd'hui à l'essor de plusieurs universités. Donc, bien entendu, les universités, les centres de formation et partout. D'accord, ok. On va progresser. Alors, dernière question sur la dette. Quel est votre mot de fin sur la dette? Quel est mon mot de fin sur la dette? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la dette aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une bonne dynamique? Ou bien est-ce qu'on faut encore s'endetter? C'est quoi votre mot de fin sur la dette? Alors, merci beaucoup. Alors, on ne s'endette pas parce qu'on a envie de s'endetter. On s'endette parce qu'on a besoin de s'endetter. On n'a pas envie de s'endetter. Parce que de manière fantaisiste, on va prendre beaucoup d'argent. Parce qu'il faut prendre beaucoup d'argent, il ne s'agit pas de cela. On s'endette parce qu'on a besoin de s'endetter. La Côte d'Ivoire a beaucoup de besoins dans tous les secteurs, sociaux comme économiques. On a parlé de l'éducation aujourd'hui. Il reste quand même beaucoup à faire. La santé, il reste beaucoup à faire. Est-ce que nous avons des ressources à la hauteur de ces attentes, des ressources propres à la hauteur de ces attentes? Donc la dette joue sa part et nous permet de financer notre politique et donc de développer notre pays. Mais en même temps, nous avons une capacité de remboursement permanent. Donc nous n'avons pas de crainte à avoir. Il faut rassurer nos concitoyens, rassurer nos Ivoiriens que la politique d'endettement de notre pays est soutenable. Que le président Alassane Ouattara, à la tête de ce pays, est un bon financier. Il sait où, quand et comment prendre l'argent pour pouvoir développer notre pays. Pour l'avenir, il n'y a pas de crainte. Nous qui sommes les plus jeunes,
nous n'avons pas de crainte à avoir. Nous devons être rassurés parce que la ville de la Côte d'Ivoire promet à tous les niveaux. Ok, c'est bien noté. Donc en gros, on a tous compris que la dette, voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit avoir peur. Notamment, c'est dans notre intérêt commun. La dette permet aujourd'hui de pouvoir mieux développer nos infrastructures et d'améliorer la croissance économique de notre pays. Bon, on va s'intéresser, c'était pas ça le sujet, mais je suis venu, j'ai vu que voilà, c'est quelqu'un de très passionné d'engagement communautaire, donc j'ai préféré. Quelqu'un de très passionné de la politique. De la politique surtout. Ok, donc on va aborder un peu son parcours politique, pour qu'il nous parle aussi de son parcours. Donc désolé si on aborde la question, mais je devais en parler parce que je me dois aussi de donner de certaines notions, de faire de la pédagogie et de donner des valeurs aux jeunes pour dire qu'on peut commencer tout jeune, on peut se donner des ambitions nobles et puis devenir quelqu'un de demain, c'est possible. Voilà, c'est un jeune qui est déjà au ministère du Budget des Finances, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc c'est pour dire que vous pouvez le faire. Non, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Tout le monde a cette chance. Ok, tout le monde a cette chance d'être au ministère du Budget des Finances. Donc on va en parler un peu. Alors, d'où est venu votre parcours politique? Où est-ce que ça a commencé? Mais naturellement, la politique est une vie pour moi. D'accord. Je ne sais pas quand j'ai commencé à militer politiquement. Ah bon? Je ne sais comment, je ne sais pas. Parce que naturellement, quand je grandis chez mes parents au village, mon père lui-même chef de village, qui s'intéresse donc à la politique communautaire, leader communautaire mon père. Et naturellement, c'est sous son encadrement politique. Même tout ce qui vient de la ville, ton petit garçon que j'étais, je regardais tout ça. Et puis j'arrive au lycée. Naturellement, je m'intéresse aux journaux de presse. J'étais un bon titulaire alors que j'avais que 11 ans, 12 ans au lycée. Et avec des amis, je parlais politique. J'étais au lycée d'Alépé en ce moment. Au lycée d'Alépé, avant d'aller au lycée de Grand Bassam où j'ai fait le bac. Et donc. Le lycée d'excellence, le Grand Bassam. Non, pas le lycée d'excellence. Jeune fille, non. C'est une sélection des jeunes filles, mais je parle du lycée moderne de Grand Bassam. Le lycée moderne 1 de Grand Bassam. Donc on salue au passage le lycée moderne de Grand Bassam. Oui, je suis un ancien du lycée moderne de Grand Bassam où j'étais responsable du conseil scolaire et donc des élèves. Et j'étais donc très engagé dans la vie scolaire quand j'étais au lycée de Bassam. Après, j'ai anticipé le bac en classe de première, donc je n'ai pas pu connaître la promotion terminale. Mais il faut dire qu'en ce moment, là, je fais de la politique, je mets le débat politique avec des amis. Il m'arrivait souvent de me placer dans la peau de tout bon politique. Et je peux être PDC RDA parce que je vois un ami qui est RDR ou même qui est FPI. Je peux être RDR parce que je vois un ami qui est FPI, je peux être FPI parce que je vois un ami qui est RDR. Juste effectivement pour pouvoir débattre politiquement. Et cela a renforcé mon institut politique. Et puis, bon, ben, j'évolue, et je suis quand même dans un environnement très connu, d'un côté Atier, Albert, etc. Vous êtes une famille modeste ou bien? Une famille très modeste, mes parents sont des paysans. Ok. De là où je pourrais m'asseoir pour parler, jamais le petit garçon d'un paysan, d'un planteur, jamais le petit enfant de paysan, d'un planteur ne pouvait peut-être imaginer être déjà à ce niveau. Parce que je connais les réalités, donc du monde paysan. Quand il y a la rentrée scolaire, comment avoir le minimum de moyens pour envoyer ses enfants à l'école. Nous-mêmes, dans les vacances, on partait au champ pour nettoyer les champs de cacao, les plantations de cacao de papa. Donc, on fait le cacao. Moi, comme j'étais très faible à nettoyer les champs, j'étais chargé de sécher le cacao. À chaque fois, le petit frère se chargeait de sécher le cacao. Et quand le cacao n'est même pas encore sec, peut-être, parce qu'il y a de la pluie, papa doit prendre un peu d'emprunt. On parlait de ça tout à l'heure. Je suis un acheteur de cacao, avoir un peu d'argent avec lui, vous voyez, pour pouvoir nous scolariser. Je connais toutes ces difficultés-là. Mais c'est pour ça que j'ai pris soin de l'école. Pour être là où, effectivement, je peux être. J'ai pris soin de l'école. Et surtout quand je rencontre des jeunes, je les encourage à prendre soin de l'école. Elle transforme tout. Elle nourrit tout. C'est vrai qu'après, mon père, il a même vendu ses plantations de grillard, il a vendu des biens pour que je puisse me retrouver au Canada. Pour faire un programme d'études. Mais parce que
C'était après le bac. Oui, après le bac, après même des études de droit ici à l'université Félix-Houphouët-Boigny, j'ai commencé ici. Okay. Donc, mon père, parce qu'il a vu que son enfant était studieux, quelqu'un qui vient d'anticiper le bac en classe de première, qui va à l'université, il s'organise pour que je commence ici. Ah, vous avez anticipé le bac en première? Bien entendu, wow, je voulais que j'aille étudier à l'étranger. Mais du point de vue politique, je suis issu d'une famille FPI. FPI, ok. Je suis issu d'une famille FPI, d'un environnement FPI. Je pense que c'est quand même intéressant. Un environnement très difficile. FPI, RGB. Voilà, c'est important de le dire. Wow. Un environnement très hostile au président Alassane Ouattara. Je dirais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus mieux. Mais là où j'étais en train de grandir, je suis né en 95, en 2000, j'avais 5 ans à 15 ans, 2010. Mais tu vas imaginer qu'en ce moment où je sais donc d'entendre et de comprendre certaines choses, à l'âge de 15 ans, l'environnement dans lequel j'étais, qui était le président Alassane Ouattara, dans l'environnement dans lequel j'étais. Mais ça allait être même une abomination un jour d'être partisan du président Alassane Ouattara. Donc c'était évident que quand je commence à militer très tôt, à l'âge de 22 ans, je commence au FPI en 2017. D'accord. Le FPI était déjà divisé en deux, quand Gbagbo-Graphie, et j'ai opté pour le Graphie parce qu'il y avait une certaine façon de penser et de faire. Okay. Au sein du FPI. Déjà, au regard de l'environnement qui m'a conditionné, en voulant décider de faire la politique au FPI, je ne vais pas la tête baissée vers le camp Gbagbo, le camp Go. Je vais le camp finissant parce qu'il y avait une certaine envie de faire la négociation, la participation géopolitique, alors que d'autres étaient déjà dans le passé avec la haine, avec l'esprit de vengeance, etc. Donc, je me mets au FPI, 2 ans, 3 ans, je me suis posé la question de savoir si j'étais vraiment dans le bon milieu. Ah bon? Ah ben oui. Ah, expliquez. Ah ben oui, j'étais vraiment dans le bon milieu. Parce que... C'est quoi, il n'y avait pas d'opportunité au FPI? Mais il ne s'agit pas donc d'opportunité, la manière de s'organiser. Ah, ok. La manière de s'organiser, la manière de penser. Est-ce que vous savez que j'étais... Non, mais vous avez dit que vous êtes parti là parce qu'effectivement, le FPI était quand même dans une bonne dynamique. Pas parce que le FPI était dans une bonne dynamique, parce que je suis issu de cet environnement. Je ne connaissais pas le FPI. La structure du FPI était trop loin de moi. Lorsque mes parents, qui n'ont même pas été à l'école, ils ne savaient même pas de ce qu'on appelle idéologie. Eux, ils n'ont pas, mes parents ne sont pas FPI parce qu'aujourd'hui on en parle. Dans le Baudouin a été de gauche, il est aujourd'hui de droite. Mes parents qui étaient FPI n'étaient pas à l'école, ça passe ce qu'on appelle la gauche. Et donc, moi, naturellement, j'ai commencé à être FPI sans aucune base idéologique, sans aucune raison idéologique. Donc, c'est à cause de l'environnement? L'environnement, le conditionnement familial qui l'a occasionné. Et quand tu arrives dans une famille politique, et que tu vois des gens pas sérieux, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, tu peux comprendre pourquoi donc, dès l'âge de la raison, on va commencer à comprendre. Vous pouvez comprendre pourquoi il peut perdre le pouvoir aussi légèrement. Okay. Vous pouvez comprendre comment il peut avoir souffert aussi quand il était au pouvoir. Le moyen de penser, le moyen de s'organiser, etc. Il faut être dans la suite, tu ne peux pas te comprendre. Et je ne vais pas en dire plus. D'accord. Je m'assois, je regarde, je décide de me orienter politiquement. Mais déjà après un très long moment de réflexion, pour comprendre d'abord qui est le président Alassane Ouattara, ses raisons, son parcours, c'est important. Et en 2020, naturellement, quand j'étais au RHDP, le RHDP était déjà au pouvoir. Et le RHDP étant déjà au pouvoir, donc son bilan, ce qu'il fait, c'est vrai qu'il peut avoir des imperfections, il peut avoir des insuffisances, mais fondamentalement, ce qu'il a accompli à la tête du pays est vraiment colossal. Et ça me convainc. Et aujourd'hui, quelqu'un aurait pu dire, bon, ben, mais parce que le choix d'un parti politique est de raison. Il y a toujours une raison de choisir un parti politique. Et le RHDP, avant d'être un parti au pouvoir, est un parti politique. Et un parti politique qui a ses valeurs, qui a son programme de société, qui a son projet de société, son programme de gouvernement, et son projet de société, et qui peut convaincre tout un jeune, comme vous êtes, à vouloir adhérer à ce parti. Naturellement, on aime dire aujourd'hui, tout le monde va être RHDP, tout le monde doit aller au RHDP, mais il faut dire aux jeunes qu'il y a des partis politiques. C'est très sérieux. Très sérieux. Où on ne se lève pas parce qu'on a envie d'aller au HDP. Il n'y a pas. C'est pas du vagabondage. Il n'y a pas de vie à réussir comme raison pour aller au HDP. Parce que le HDP a des militants
qui ne sont pas employés. Il y a des militants qui sont des chômeurs. Si nous avons des chômeurs en Côte d'Ivoire, bien entendu, parmi ces chômeurs, il y a des militants de l'HDP. Donc, on ne peut pas dire que naturellement il faut être HDP, forcément, donc on peut pas réussir ça. Ce n'est pas vrai. Il y a des opportunités aujourd'hui à l'endroit de tous les jeunes. Et le HDP est un parti politique qui sait servir ce pays. Il y a des raisons d'aller au HDP. Tout le monde peut ne pas y aller, mais il y a d'autres personnes qui peuvent décider d'y aller. Okay. Tout est parti le contact donc du RHDP. Ça a commencé en quelle année? Mais naturellement en 2020. En 2020. Okay. En 2020, après avoir... Vous avez laissé un appel, on l'a appelé à rejoindre le parti. Très bien, la question est très importante, jamais. Après avoir frôlé au FPI, je dis frôlé parce que, bien évidemment, 2 ans, 3 ans, certains se lèvent dit pourtant un transféré du FPI, etc. Un jeune qui n'a eu quelques mois de la chaîne du FPI en 2 ans, 3 ans, les gens n'ont pas honte de pouvoir... Mais après, il pose des responsabilités là. Oui, mais j'étais membre de la chaîne du parti. J'étais même chargé des questions juridiques dans le bureau national de la jeunesse du FPI. Et seulement 2 ans. Mais les gens n'ont pas honte de se cramponner sur ça pour juger donc de la moralité politique de quelqu'un. Je n'ai pas connu le pouvoir FPI. Le FPI perdait le pouvoir dès que j'avais que 15-16 ans. Ils ne connaissaient même pas Abidjan. Donc, pour ne pas qu'il y ait le FPI parce que le FPI n'est plus au pouvoir. Autant qu'il y ait le FPI parce que c'est un parti qui n'a pas rassuré. Ça peut rassurer d'autres personnes, mais qui n'a pas rassuré. On y est arrivé par notre environnement, mais qui n'a pas rassuré. Et lui, il est possible de changer de parti politique. Il est possible de changer même d'idéologie politique. Si le président Ouattara ne serait pas parti du PNCDA, il va changer de parti politique. Sinon, même aujourd'hui, le président Gbagbo ne serait pas parti du FPI pour créer le PKCI. Donc, il est possible de changer de structure politique. On a un choix à faire dans la vie. Et surtout, je vais vous le dire, ce qui m'a motivé après avoir quitté le FPI, d'abord de manière personnelle, je voulais faire carrière dans l'un des 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire, ou bien dans l'une des 3 grandes forces politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons le camp Gbagbo, le camp Ouattara, le camp Bédié. Quand je quitte déjà dans le FPI pour moi, il reste quoi? Le camp Bédié et donc le camp Ouattara. Le camp Bédié est sorti du HDP en 2019 pour une question d'alternance mal négociée. Le FPDCD se trouvait à l'aise au sein du parti au pouvoir, au sein du pouvoir, participait donc à la gestion du pays. Mais pourquoi est-ce que applaudissait l'alternance? Mais alternance mal négociée, je n'étais pas acteur. Mais c'est par frustration. Je n'étais pas acteur, je ne peux pas vous en dire plus. Mais par frustration, le PCDA qui voulait donc avoir le président Bédié comme président en 2020, ce que le président Ouattara au départ n'acceptait pas, parce qu'il voulait qu'il y ait une jeune génération au départ, même si le candidat que le président a choisi plus tard, la nature en a décidé autrement pour que le président Ouattara considère donc sa position. Mais le PCDA voulait un président comme président. Le président Ouattara ne l'a pas accepté. Ici, je peux donner d'un petit détail de ma lecture. Donc, par frustration, le PDCDA est sorti du HDP au pouvoir. Donc, quand moi je veux adhérer aux 2 autres, je fais le choix entre les 2 autres formations politiques, je ne peux pas aller au PDCDA déjà. Il n'y a aucune raison fondamentale. Pour moi, le PDCDA aurait dû être dans le HDP, pour des questions, pour des intérêts personnels. Voilà, ça ne m'engage pas. Donc, je prends soin de réfléchir sur une raison ou sur des raisons qui peuvent fonder mon engagement à l'HDP. Des raisons profondes. Très profondes. D'abord, la première raison est très fondamentale. La question de l'unité nationale. D'accord. Oui, ça c'est la question de l'unité nationale. Le calme du président de la République. Le président Ouattara a fait vraiment ce qu'on a fait. Oui, ça je peux le témoigner. Et les autres, que ce soit le PDCMDA et le PPACI, qui chaque jour cherchent à savoir qui est vrai Ivoirien, qui est faux Ivoirien, ils ne sont pas de l'esprit de l'unité nationale. Ça vous dit que ça c'est des faux débats. Mais c'est des faux débats, ce sont des débats pour le sérieux. D'accord. Parce que c'est ce qui a divisé ce pays. C'est ce qui a désorienté ce pays. La Côte d'Ivoire a une histoire, une histoire de peuplement, etc. Vous n'allez pas venir dire que ceux-là ne sont pas des vrais Ivoiriens, ceux sont des faux Ivoiriens. Ce débat, c'est un débat puéril. Donc vous pensez que la question de l'ivoirité a été mise en faveur, c'était contre le président de la République? Non, je ne dis pas contre le président de la République. Je ne peux pas dire lui personnellement, mais contre certains Ivoiriens. Contre une certaine partie de la Côte d'Ivoire. Cette politique a vraiment existé. Et cette pratique comportée a été initiée d'abord par le PDCDA,
avec donc l'avènement du mouvement côté HDP, on avait pensé que on était fini avec. Nous, on a pensé qu'aux accords de Macossy, les choses allaient s'améliorer. Mais malheureusement, les choses ont continué. Et cet esprit existe. Cet esprit existe. Si on peut s'étonner même qu'un jeune athée soit parti dans son vote sur HDP, mais ça peut de tout ça. Parce que certaines personnes pensent que c'est même une abomination de voir un jeune athée très engagé à le président Ouattara. Ah bon? Non. Mais oui, mais bon, on te dira que tu es vendu. Non, moi je dirais que tu es prêtre. Je ne suis pas RHB, mais certaines pensent. Je suis contre ça. Non, tu es contre lui, mais certaines pensent cela, malheureusement, que c'est une abomination. Mais voilà qu'on ne peut dire que tu es RHB. On est libre d'être d'un parti où on le veut. Mais rien pense que c'est en train de dire, il n'y a pas de raison qu'un jeune athée soit aussi très engagé pour le président Ouattara, si ce n'est pas que pour manger. Voilà, c'est un. Mais ne posons pas. L'ancien premier ministre parti caché, il a des chevaux, non? Oui, mais lui aussi, on dit qu'il est au restaurant. C'est pas peut-être normal que lui, il soit parti. Donc, cet esprit identitaire qui a pourri la vie politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas cet esprit qui aura HDP. D'accord. C'est le rassemblement. La question de l'unité nationale est vraiment importante. Là, je ne dirai pas plus aujourd'hui. D'accord, ok. Mais le monde a évolué. Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, en 2016, un Ivoirien né d'un seul parent père qui gagne l'élection présidentielle, c'est grâce au président Ouattara. Parce que des réformes constitutionnelles qui ont eu en 2016. Alors que ceux qui ont applaudi donc, la constitution 2000, qui excluait donc les noms d'Ivoiriens, etc., ceux-là ont des enfants qui sont d'un seul parent. Je ne vais pas prendre le cas de M. Babo avec Michel Babo. Et même Michel Babo peut être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire grâce au président Alassane Ouattara. Non, mais l'État, c'est une particularité. Grâce à cette réforme. Il faut le préciser. Patrick Kachi peut être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire grâce au président Ouattara. Donc, la politique récemment, on a vu qu'il a renoncé. La politique de rassemblement, très bien. La politique du rassemblement, l'unité nationale, c'est la vision du président Ouattara. Ok. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer ensemble. Donc, quand tu as dit RHDP, il y a une raison. Il y a une raison. Voilà. C'est ça. D'accord, merci. Je pense qu'on va terminer avec le podcast. Et ce n'est qu'une raison. On a largement discuté. Le temps est parti. Bon, le gouvernement est dissous actuellement. Oui. Est-ce que vous avez fait partie de la limite de Z? La limite de Z, c'est pour être président. Ça veut dire que tu vas encore plus loin. La limite de Z. Peut-être que vous serez nommé. Non. Les jours à venir en tant que ministre. Non. Moi, c'est mon souhait. Moi-même, même si on me le propose, je n'accepterai pas. Ah, ok. Pourquoi? Je vais vous étonner. Si on me propose, peut-être que je n'accepterai pas. Parce que ce serait aller trop vite. J'ai 30 ans. Je suis fonctionnaire, je suis 3 ans d'expérience professionnelle. Je suis au ministère des Finances du Budget. Il y a des fonctions que j'attends à occuper certainement dans l'administration publique. Je vais évoluer D'accord. Je vais évoluer d'accord de l'administration publique. Donc, il faut avoir une bonne carrière professionnelle au fur et à mesure. Voilà, c'est vrai qu'on est en politique, et quand on est politique, on se prête à occuper des fonctions. Voilà. Si le président non, n'a pas le choix. Non, j'ai dit que je peux réussir aujourd'hui. Ok. Mais peut-être demain, non, parce qu'effectivement, j'aurais appris beaucoup et je me serais construit dans l'administration. J'aurais appris beaucoup de l'administration. Et voilà, pour l'instant, naturellement, je refuserais d'être ministre. Pour l'instant. Mais dans le futur, est-ce que vous rêvez d'être ministre du budget des finances? Non, pas ministre du budget des finances, mais ministre tout d'abord. C'est possible, je suis un homme politique. Okay. C'est possible qu'un jour, je sois ministre. Mais dès qu'aujourd'hui, je refuserai cela. D'accord, merci M. Boudé-Yapo. C'était un plaisir de changer avec vous sur la question de la dette. Qui nous a tous rassurés. Et la dette, c'est important. Mais c'est l'utilisation qui est quand même encore plus nécessaire. Comment est-ce qu'on utilise la dette? Donc c'est pour dire qu'on est endetté certes, mais le pays avance. Voilà, la dette est utilisée pour pouvoir travailler sur tous les secteurs d'activité. Merci de avoir prêté à mon podcast. C'est pas votre conseil. D'un dernier mot, vous regardez la caméra, vous adressez aux jeunes, à partir d'être jeunes. Merci beaucoup. Nous sommes en début d'année 2026. Je voudrais dire aux jeunes que la vie n'est pas du tout facile. D'accord. La vie n'est pas du tout facile. Chacun naît dans une famille selon ses réalités. Mais finit par réussir. Vous finissez par échouer. Tu peux être issu d'une famille riche et puis ne pas réussir ta vie. Vous pouvez être issu d'une famille pauvre et puis réussir ta vie. Ayez de l'audace.
C'est pourquoi c'est vrai que nous allons être éliminés par l'Égypte hier. Je salue le tas du petit Nao. D'accord, oui, Nao. Avec le tas avec laquelle il joue au foot. Oui. Parmi les grandes personnes. En 2015, 2014-2015, il n'avait certainement que 9 ans, 10 ans. Il a vu même peut-être des grands joueurs avec qui il joue aujourd'hui à la télé. C'est le TAS. Il joue comme s'il joue le Maracana au quartier. Et qu'il n'a aucun complexe. Et même certains anciens sont plus complexés. C'est ça l'audace. Il faut oser. Si vous avez de l'audace, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas dans la vie. Parce qu'il va manger. Moi, j'ai lancé mon podcast, j'ai osé, comme il a si bien dit. Et tu as l'avenir, cher frère. Merci. Merci beaucoup. D'accord. On est ensemble. D'accord. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.